Bonjour Léon, Bonjour Mickaël. comment vas-tu? Eh ben, je vais très 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 bien. Et toi? Très bien, je te remercie. Alors je te remercie également de participer à Culture Co, cet C'est avec plaisir. entretien vidéo quotidien sur Facebook qui a vocation à donner la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui, dont tu fais partie, évidemment, puisque tu es un chanteur actuel et on va revenir sur ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et je te remercie à double titre puisque tu as accepté de décaler ton entretien avec moi qui était initialement prévu la semaine prochaine et au pied levé pour remplacer un guitariste qui s'appelle Florent Roux et que nous verrons la semaine prochaine et qui avait un problème technique de réseau. Il n'a pas pu le faire aujourd'hui et donc tu as accepté hier soir de prendre sa place un peu comme ça de manière improvisée. Donc je t'en remercie à double titre. C'est avec Donc, bienvenue à plaisir. toi dans Culture Co avec cet entretien que je te propose de structurer comme d'habitude en trois parties. On va repartir depuis tes débuts, avant même que tu ne commences à te professionnaliser musicalement parlant. Et puis, on va évidemment passer en revue tout ton parcours musical, à la fois avec ton répertoire de titres originaux, sur ta création, l'aspect scénique de tes prestations, l'aspect studio et enregistrement, l'aspect professionnel, à savoir ton entourage professionnel avec qui tu travailles aujourd'hui, pour nous permettre voilà, de bien aller, je dirais, fouiller dans tous les compartiments de Mhm. ta façon de te professionnaliser d'exercer ton métier de chanteur-guitariste aujourd'hui. Et puis on arrivera malheureusement à cette période de confinement qui sera la deuxième partie de notre entretien. Et puis tu nous diras évidemment comment tu as occupé ce confinement et tu as des choses à nous dire à ce niveau-là. Et puis on parlera de l'après, évidemment, avec les projets que tu as, j'en suis sûr, pour le déconfinement et la suite de ta carrière. Allez, je te laisse la parole et je te propose de te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Eh bien, bonjour à tous. Merci Mickaël. Et alors moi, je suis auteur-compositeur-interprète de chansons françaises, de la variété française. Après, on appelle ça aussi pop, mais pop, c'est un terme qu'on utilise pour parler de la modernité. Donc pop aussi. Je suis dracénois, voilà, je suis dans le Var, dans le sud de la France. Et puis, beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, si on veut parler de mon parcours, moi j'ai commencé par le conservatoire, voilà, tout petit, je crois que j'avais 7-8 ans. Voilà, donc j'ai commencé la guitare classique, où Alors, évidemment on guitare apprend aussi le classique. solfège. Comment? Guitare classique, donc. Guitare classique, oui. Guitare classique, j'ai commencé par cet instrument qui se trouve derrière moi, hein, voilà, je l'ai gardé depuis tout ce temps-là. Ma toute première guitare, où j'étais d'ailleurs plus petit que ma guitare. Et j'ai commencé avec un professeur qui s'appelle, j'allais dire qu'il s'appelait, mais il s'appelle toujours comme ça, il s'appelle Jérémy Noyer. Et c'est là que j'ai commencé la musique, tout simplement, avec la guitare classique. Et qui m'a emmené quand D'accord. même plutôt loin, finalement. Donc, très tôt, 7-8 ans, c'est tôt. Très, très tôt. D'accord. C'est Donc, plutôt tôt, oui. tu as pris des cours. Alors, euh, pourquoi s'être inscrit, on va dire, dans une école de musique ou un conservatoire si tôt? Est-ce que ce sont les parents, comme beaucoup au départ, qui disent faut que tu fasses de la musique? Ou est-ce que déjà toi, tu avais envie de pratiquer un instrument? Alors, pour être très franc, non, c'est mes parents qui ont décidé de me mettre au conservatoire pour la simple et bonne raison. Je pense que mon père, quand il était plus jeune, aurait voulu faire de la musique et il n'a pas pu, donc il a voulu faire en sorte que ses enfants en fassent parce que j'ai 2 sœurs. Donc, on en a tous fait. Ma sœur est aussi guitariste classique, ma sœur fait du piano et moi j'ai fait de la guitare classique et je suis allé peut-être un tout petit peu plus loin que mes sœurs. D'accord. Donc, Donc voilà. ok, donc un parcours ok, en conservatoire dès ton plus jeune âge, on va dire. Ça dure combien de temps? Mhm. Combien de temps tu prends des cours Alors ça dure très longtemps. Ça dure vraiment très longtemps. D'accord. J'ai
J'ai commencé à 7-8 ans, donc alors je sais pas vraiment quelle classe on est, mais je sais que j'ai terminé en première au lycée et où j'arrivais plus trop, parce qu'il faut savoir qu'au lycée, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un élève, qui, pensait qu'à travailler forcément parce que j'avais quand même la musique à côté et donc la musique, ça a duré enfin le conservatoire a duré bien 10 ans. Bien sûr, j'ai pas fait que ça au conservatoire, je suis allé plus loin que la guitare classique. Après, j'ai pris d'autres cours, j'ai pris des cours de piano, de musique assistée par ordinateur. J'expliquerai après ce que c'est parce que quand on dit comme ça, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça ne Après, parle pas à tout le monde. ouais, ça parle pas à tout le monde. C'est pour ça que plusieurs fois on me demande ce que c'est, donc j'expliquerai. Donc piano, solfège qui est quand même la base de la musique au conservatoire. C'est là où on apprend comment plus tard utiliser son instrument. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme cours? J'ai pris des cours de chant avec Aline Ray, qui était ma prof de chant et qui l'a été très très longtemps. Voilà, enfin Ok, j'ai pris beaucoup de cours, hein. eh bien, J'en c'est oublie bien. quelques-uns. C'est bien. Est-ce que tu as eu, à partir de quand as-tu commencé à jouer en groupe? À partir de quel âge tu te Alors, dis, tiens, pourquoi pas jouer à plusieurs? Alors, quand on est guitariste, j'imagine que c'est plutôt avec un batteur, un bassiste, peut-être un clavier, enfin, je sais pas. Est-ce que tu as eu une première expérience de groupe? Et mmh. si oui, à partir de quel moment? Alors oui, effectivement, j'ai eu des expériences de groupe et la première, c'était au collège. Donc c'était avant cette étape du lycée où j'ai arrêté la guitare classique et donc j'ai commencé au collège en troisième avec un groupe, qui s'appelait Floods. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi on l'appelait Floods, mais c'était cool, voilà. Ça voulait dire inondation en anglais, c'était Et ça cool. sonne bien. Voilà, ouais, ça sonnait bien, ça sonnait bien. On était contents. Et de toute façon, c'était le premier groupe, donc tous, autant qu'on était, on apprenait à jouer en groupe. Alors, c'est pas prétentieux, mais c'est moi qui ai voulu lancer cette initiative. Et donc, on était quand même plusieurs dans ce groupe. Il y avait une violoncelliste, pardon, j'ai mal articulé. Pour le coup, c'est pas très commun par rapport à ce que tu as pu dire. C'est que c'est vrai, le premier groupe, normalement, c'est guitare, basse, guitare électrique, et puis on fait du gros rock. Et ben non, nous, on faisait du gros rock, mais avec un violoncelliste. Donc, c'était déjà un peu original. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs musiciens dans ce groupe qui aujourd'hui font des études de musique et qui sont restés mes amis. Donc il y avait violoncelliste, bassiste, batteur, il y avait 2 guitaristes, il y avait moi et j'étais le seul à jouer de la guitare électroacoustique, les autres guitaristes jouaient en électrique. Donc il y avait ce premier groupe où ça a commencé à se former, on commençait à comprendre comment on jouait en groupe parce que bien sûr jouer en groupe ça c'est pas en claquant des doigts, il faut être en rythme, il faut avoir un batteur qui tient bien à la mesure et puis après les musiciens, je sais pas comment expliquer mais c'est une super expérience à vivre. Quand on est musicien et qu'on commence à comprendre comment son instrument marche, et ben c'est super cool de commencer à jouer avec d'autres Est-ce instrumentistes. est-ce que tu chantais déjà? Ouais, j'étais le chanteur du groupe, ouais. Ah Je ouais, donc chantais. déjà tu chantes. Ouais, ouais, j'ai commencé. Alors là, on va revenir un peu plus en arrière. Chanter, c'est arrivé pendant le conservatoire, parce qu'il faut savoir qu'au conservatoire, chaque année, on passe des examens et on a aussi le droit, enfin le droit. Non, c'est le conservatoire qui prépare des sortes de petits concours où on montre ce qu'on a préparé toute l'année à ses parents et aux parents des autres élèves. Et il se trouve qu'un jour, il y a un élève qui avait. Moi, j'étais beaucoup plus petit, cet élève était plus âgé que moi, que je ne connaissais pas. Et il est allé sur la scène et il a joué de la variété, on va dire. Et je peux même citer le titre, je me rappelle très bien. Alors, je me rappelle pas de la personne, mais je me rappelle que le jeune homme, il avait joué Tombé du ciel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah mince, alors on fait du classique, on fait des notes, et là, je vois un mec qui chante et qui en plus il joue de la guitare. Alors j'ai trouvé ça génial, moi. Et le lendemain, j'avais cours avec ce prof et je lui ai dit, pourquoi je ferais pas ça moi aussi? Et il m'a expliqué que dans ce cursus-là, dans la guitare classique, les profs ne demandaient pas forcément de chanter, parce que c'est pas ça le but. À la fin de l'année, on passe pas d'examen par rapport à ça. Et je trouvais ça cool, donc j'ai commencé à regarder comment on faisait des accords à la maison. Et puis
on va dire que la guitare classique m'a beaucoup aidé, mais pour tout ce qui est accords et apprendre à chanter, j'ai un peu appris tout seul jusqu'au moment où j'ai trouvé ça cool et je suis passé au cours de chant, notamment au conservatoire. D'accord. Donc une première expérience de groupe, comme tu l'as dit, qui est quand même enrichissante et qui est une vraie étape lorsqu'on sort, on va dire, de cours particuliers où on rentre chez soi, on travaille les morceaux et on retourne au cours la semaine suivante. Et puis d'un seul coup, on se retrouve à jouer à plusieurs. Et là, c'est un nouveau monde qui commence. Et c'est sûr que pour reprendre ce que tu disais, c'est une étape importante et qui ne peut être comprise que par ceux qui la vivent en fait. C'est compliqué d'expliquer aux gens voilà ce qui se passe lorsque tu commences à jouer en groupe de la musique, alors qu'avant tu Oui, étais seul avec ton instrument. bien sûr, bah, il faut surtout savoir qu'au conservatoire, alors il y a des conservatoires plus ouverts, mais le conservatoire dans lequel j'étais, c'était très classique. Mais j'ai presque envie de dire, j'en parle vraiment parfois avec mes amis où on n'est pas d'accord. C'est que pour certains, un conservatoire, il faut que ça reste classique. Pour d'autres, il faut qu'un conservatoire, ça soit plus ouvert. Moi, je pense qu'il y a plusieurs écoles et quand on est dans un conservatoire, avec un directeur ou une directrice qui fait travailler, qui est principalement sur ce registre-là classique, pour moi, c'est normal qu'on reste dans le classique. Pour ça, il faut choisir l'établissement dans lequel on veut aller. Il se trouve que dans lequel j'étais, c'était du classique et ça m'a beaucoup plu. Et pour donner aussi des petites anecdotes sur moi, c'est qu'effectivement, à la maison, moi, avec mes parents qui écoutent beaucoup de musique, on n'écoutait pas de classique. Donc pour moi, c'était un peu nouveau de découvrir ce classique. Et d'ailleurs, il faut savoir que beaucoup d'élèves, finalement, au bout de quelques années, partent parce que le classique, c'est pas leur truc. Moi, j'ai essayé d'aller quand même le plus loin possible, jusqu'en première, comme j'ai dit, où j'ai arrêté. Je suis allé le plus loin possible pour avoir cette technique quand même de guitare où je me disais que tout le monde ne l'avait pas forcément. Bon, je le dis, j'ai arrêté, donc j'ai quand même perdu beaucoup de techniques classiques. Mais moi, j'avais une spécialité dans ce conservatoire où j'étais pas comme tout le monde, c'est que au lieu de jouer du Bach, des choses très de l'époque baroque, ce genre de trucs qu'on apprend d'ailleurs en solfège. Moi, j'étais souvent l'élève qui embêtait un peu la directrice parce que je demandais à jouer de la bossa nova, des trucs très techniques, mais quand même plus Moins classique. voilà, moins de ce registre un peu plus bossa. Et donc, j'avais souvent des problèmes avec la directrice qui était souvent à la fin de l'année pour le concours et qui disait ouais, c'est très bien, mais l'année prochaine, j'aimerais bien que tu nous fasses un morceau classique. Et en fait, tout simplement, je suis parti parce qu'il y avait les études, mais aussi parce que je sentais que de plus en plus, à côté, j'avais le groupe, que c'était vraiment de la musique qui m'intéressait plus, et que je pense que dans tous les cas, le classique, j'étais allé relativement loin et que je voulais passer à autre chose. D'accord. Ok. Donc ensuite, donc expérience de groupe. Ok. Première expérience de groupe comme tu nous l'as défini. À partir de quand tu as commencé à vouloir faire tes propres chansons? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'était il y a longtemps aussi, c'était il y a très longtemps, parce que je crois que ma première chanson, je peux vous dire et je peux te dire qu'elle s'appelait La Nuit, où il y avait pas beaucoup de texte, mais forcément, plus on vieillit, plus on s'améliore. De toute façon, déjà, le premier texte n'était pour le coup pas le mien. Au début, j'étais vraiment trop petit. Je pense que première chanson, je devais avoir 11 ans. Et alors, comment c'est venu? Bah, c'est venu justement avec cette chanson de Tomber du ciel. Il me semble que c'est une chanson de Igelin. Fugain. Igelin. Igelin, bah voilà, Igelin. j'ai dit une bêtise. Igelin tombé du J'ai dit une ciel. bêtise. En plus, j'adore la famille Higelin, donc c'est pas bien. Oui, donc quand j'ai commencé à apprendre ces accords, et bah, au final, je faisais tourner des accords que j'avais vus sur des partitions. Et un jour, bah, voilà, c'est venu comme ça, du yaourt. Et puis je disais la nuit, sans bruit. Et je me rappelle d'être dans un couloir où mon père bossait l'électricité dans ma maison. Et il disait, mais c'est sympa ça, c'est quoi? Je disais, bah c'est rien. Et puis, je sais pas, d'un coup, il a trouvé que c'était sympa, alors il a écrit une petite chanson, et puis après, il m'est venu une deuxième grille d'accords où j'ai fait une autre mélodie. Enfin voilà, on va dire que la première année, c'était pas des grands tubes, ce que je faisais. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai complètement oublié ces chansons et que c'est en grandissant
qu'on fait ou qu'on fait pas, tout simplement. D'accord. Donc très tôt, en fait, l'idée de création, en tout cas, l'idée de la création, sans savoir que après ce sera de faire des chansons et tout ça, mais voilà, en l'occurrence, c'était le cas, mais en tout cas, rapidement, on va dire, relativement rapidement. Oui, oui, c'est venu tôt, c'est venu Bon, tôt, ok. c'est vrai. Donc, première expérience de groupe, comme tu nous l'as décrite, il y en a peut-être eu une autre, j'imagine, parce que l'histoire de groupe, on le sait, hein, ça commence, ça finit. On a envie de changer d'équipe, de style peut-être, des rencontres qui fait que on se dit tiens, j'aimerais bien jouer avec eux ou avec lui ou avec elle. Alors oui, bah, de ce groupe Floods, en fait, toutes les personnes qui étaient dans ce groupe, il se trouve que ce sont toujours mes amis aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que c'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, quand le groupe s'est séparé, c'est que c'est la vie, c'est que c'est toujours comme ça. Dans le groupe, il faut juste faire en sorte d'une chose, c'est de pas se faire la guerre, quoi, tout simplement. Et donc, il y avait deux personnes dans ce groupe qui sont pourtant mes meilleurs amis aujourd'hui, qui voulaient partir sur de la musique alternative. Et moi, mon but, plus on avançait avec ce groupe, plus mon but à moi, c'était de faire mes chansons avec ce groupe, voir ce que ça donnait. Et c'était pas leur style de musique, évidemment, parce qu'eux, ils étaient plus sur du style à la Pink Floyd, ce genre de musique que moi, je n'écoutais pas encore. Et donc, en fait, ils sont partis. Donc, c'était la violoncelliste et le guitariste qui étaient, pour moi, à cette époque-là, les deux meilleurs musiciens du groupe. Mais moi, j'ai voulu continuer avec les autres musiciens, donc avec le batteur, la pianiste et le guitariste. Et on a formé un deuxième groupe qui s'appelait, pardon, Équivoque. Et là où ils ont accepté le fait de travailler mes chansons. Et là a commencé pour moi une étape quand même qui a fait que j'étais en confiance par rapport à ce que je faisais, la musique que je faisais, parce que bien sûr, avec ce deuxième groupe, on n'était pas encore tout de suite monté sur scène, mais on travaillait et au bout d'un moment, on est tombé sur une personne qui a dit, bah écoutez, bah, c'était un peu de la chance parce qu'il devait faire passer un groupe sur un plateau et la maman du guitariste, donc le guitariste qui s'appelle Romain Miro, sa maman, elle avait beaucoup de contacts et elle nous a dit, bah moi je connais un groupe qui pourrait monter là, on est monté et il se trouve que on avait une sacrée pêche, ça a plu à tout le monde et c'est sur cette scène vraiment que, étant donné qu'on jouait principalement mes chansons, bien sûr on faisait aussi des covers parce qu'à cette époque je savais déjà que pour attirer les gens, il fallait quand même aussi leur donner des chansons qu'ils connaissent. Et c'est avec cette scène que je me suis dit, bah attends, j'ai chanté mes chansons, les gens ils étaient aussi ouf que sur des chansons qu'ils connaissaient, donc pourquoi pas? Faut continuer, faut essayer d'aller plus loin, continuer à travailler ça. Et puis ce groupe, je crois qu'il a duré 2 ans jusqu'à ce qu'avec ce même groupe, on ait voulu faire revenir d'autres musiciens pour ensuite monter un gros concert organisé par la ville. D'ailleurs, si j'ai eu la chance de faire ce concert, c'est parce que j'étais au conservatoire de Draguignan. D'accord. Donc, un peu le déclic là pour vraiment continuer et persister, on va dire, sur cette voie de faire des titres à toi. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Bah, Donc, c'est un musicien tu que m'as- moi. tu m'avais dit dès le départ que lorsque je vais dire, chantouiller cette petite chanson créée à l'âge de 11 ans, ton père a dit, tiens, c'est pas mal, il en a fait quelque chose. C'est une collaboration qui a perduré par la suite au niveau de l'écriture et Mhm. des compositions. Oui, 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 bah, bien sûr. Je pense que j'ai évolué. Bah, on va rester dans cette période. Je vais pas forcément encore parler d'aujourd'hui, mais cette période, j'ai commencé à écrire plus de chansons, effectivement, avec mon père. Et l'écriture, alors je vais être très honnête, au moment où tu m'as posé la question, il y a eu un petit crack, donc je suis pas sûr d'avoir eu toute la question. Donc, L'idée, est-ce que la c'était la question... continuité de la collaboration avec ton papa pour composer des titres originaux. C'est ça que j'avais pas entendu. Alors, avec mon papa, je sais pas comment aborder le sujet. Il y a eu, bah, effectivement, quand j'ai fait ces scènes-là, il était là et on s'est dit tous les deux que j'avais d'autres chansons qui étaient pas encore écrites où je faisais toujours mon yaourt. Et d'ici là, on s'est dit, bah écoute, si tu continues à trouver quelques scènes, bien sûr, faut penser que
dans cette étape, j'étais quand même en seconde au lycée, donc j'avais quand même le lycée qui me préoccupait, mais il y avait donc cette idée d'aller plus loin dans cette musique avec mon père, et donc ce travail avec lui, je sais pas comment expliquer ça, c'était Est-ce qu'il est encore d'actualité? ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien Oui, sûr. voilà. Ben voilà, Le travail, ça résume tout. Ça veut dire que depuis dès le départ, tu as commencé à faire ça avec lui et que encore aujourd'hui, tu continues cette collaboration à la fois, je dirais, familiale et professionnelle. Donc voilà, bien sûr, oui, mais il y a aussi, c'est grâce à ce côté familial, parce que faut savoir que Léon Paz, parfois, il est un peu tête de bourrique, et heureusement que c'est mon père, parce que, enfin, aujourd'hui, heureusement que c'est mon père, j'apprends à travailler avec lui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'apprends encore à travailler avec lui, mais l'avantage, c'est que quand on se prend la tête, vu que c'est mon père, ça va pas, enfin, on trouve une solution, et d'ailleurs, ça m'apprend, en grandissant, à travailler comme ça, à travailler plus tard avec peut-être d'autres personnes pour écouter ce qu'ils me proposent, et ensuite leur dire: «Écoute, tu m'as proposé, moi si je devais dire quelque chose tout de suite, je dirais non, mais vu que c'est ridicule, je vais y réfléchir, je vais trouver des solutions, et si j'en trouve, et ben on va pouvoir travailler ensemble». Aussi, je pense que travailler avec mon père, ça me permet ça, c'est que c'est quelqu'un de plutôt calme, bah, bien sûr, c'est mon père, alors je sais pas les rapports des autres personnes avec leurs parents. Les miennes, je m'entends très bien avec mes parents, dont mon père, donc ça me permet d'écrire qu'on avance qu'on a les mêmes idées pour avancer sur ces chansons. d'accord. Donc, ok. Alors avançons, on va aller jusqu'à la majorité. On arrive à tes 18, 19 ans, on va dire. Aujourd'hui, tu as quel âge, Léon? J'ai dans la semaine prochaine, j'ai 21 ans, mais là, D'accord. donc, j'ai 20 ans. Ok. Donc, tu arrives, on va dire, à ta majorité. Alors, je fais exprès d'aller à la majorité parce que j'ai bien compris que tu avais, je dirais, tracé un chemin dès le départ dans le but de devenir professionnel. Enfin, en tout cas, de, de faire que la musique soit ton activité principale et que, voilà, que c'est ce que tu avais envie de faire très tôt, on l'a fait. Alors, tu savais peut-être pas que tu allais devenir chanteur-guitariste voilà, à plein temps et comme professionnel avec l'envie et la motivation de bâtir une carrière, mais en tout cas, très tôt, on va dire, la musique est venue à toi. Et donc, je reviens à cette notion de majorité parce que ça te permet, normalement, quand tu arrives à passer ces 18 ans, de pouvoir réfléchir justement à cette notion de professionnalisation. Est-ce que c'était le cas dès que tu as été Mhm. majeur? Oui, non, si oui, comment? Voilà, je aimerais que tu me parles de cette phase. Alors, il faut ça. Alors, moi, sur la question que tu me poses, ce qui m'intéresse le plus à dire, c'est comment ça s'est passé. Parce que, bien sûr, voilà, justement, il y a ces 18 ans qui arrivent. Et normalement, on sort du lycée, on a son bac, il faut trouver une voie, je vais dire professionnelle. Professionnel. Et ouais, ouais, tout simplement, c'est professionnel. Et alors, comment c'est passé? C'est qu'en fait, à la fin du bac, forcément, l'année qui suit, j'avais prévu de partir en études et de rester dans ma ville, donc de trouver. C'était un peu ridicule, hein. Si il y a des jeunes qui me regardent, faut surtout pas refaire ce que j'ai fait. Il faut prendre la décision à la fin du bac et pas au début de l'année. C'est qu'en fait, je suis rentré en septembre dans un BTS qui était dans ma ville pour rester à Draguignan, donc dans ma ville, pour pouvoir continuer la musique, parce que forcément, si j'étais plus chez moi, dans un appart à Paris, tout ça, faire de la musique super fort comme j'en fais forcément dans mon home studio chez moi, chez mes parents, bah, c'était pas possible. Donc le but c'était de rester ici, et je suis rentré en fait, pour être très franc, la veille j'étais en studio avec mon premier camarade, et, euh, et quand je suis rentré en studio, la veille, je rentrais en cours. Et quand je suis rentré en cours, on m'expliquait ce que j'allais faire. J'avais pris le premier BTS qui venait comme ça, où je savais qu'il y avait du travail à la clé. Et quand j'ai écouté le premier jour ce qu'on allait faire, je me suis dit non, mais c'est n'importe quoi, je peux pas faire ça, quoi. Donc je suis rentré le soir, je vais être très franc, un peu en pleurs devant mes parents en disant: «Écoutez, je sais que vous voulez que je fasse quelque chose, mais je pourrais pas faire ces études parce que j'ai compris ce que j'allais faire, et que vous me». Alors il y a des personnes pour ça, mais je vais même vous dire ce que j'ai prévu de faire, c'est travailler dans les banques.
Et je ne dénigre pas ce travail, c'est un travail comme un autre, mais C'était juste pas fait pour toi. Tu n'étais pas à ta c'est place. juste voilà, donc finalement, il y avait un monsieur qui me suivait déjà depuis un bout de temps et mon père l'a appelé, ce monsieur, que je vais citer après, hein, parce ce monsieur, il est très, très important dans ma vie, très, très important. Et mon père a appelé ce monsieur en disant: «Écoute, je sais que ça fait plusieurs fois que tu tournes autour de mon fils parce que tu aimes bien ce qu'il fait». Et il m'a dit: «Là, il est dans une voie où soit il continue la musique parce que tu lui proposes quelque chose, soit, soit il va continuer les études parce qu'on va lui obliger». Et ce monsieur, il faut savoir que déjà, il me connaissait depuis un an, il m'avait vu plusieurs fois sur scène et à chaque fois à la fin des concerts, il me disait: «Écoute, c'est génial, je sais pas quoi dire, c'est vraiment génial, tes chansons sont vraiment bien». Et donc il y a eu cette étape où je suis rentré le premier jour au lycée et mon père a appelé, je vais dire sa fonction, il est producteur qui s'appelle Guy Conil, et il a répondu à mon père: «Écoute, viens avec ton fils chez moi et on va discuter». Et donc on a discuté et il m'a dit que c'était intéressant, qu'il avait plus de label mais qu'il pouvait en monter un. Et il se trouve que quelques semaines après, on a signé un contrat de production pour partir dans une aventure folle. Bon, parlons donc quelques secondes, quelques instants de Guy Conil. Ouais. Donc effectivement, quelqu'un qui te suivait déjà depuis quelque temps, qui t'avait vu sur scène, qui, tu as dit, n'avait plus de label, il en avait déjà eu un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà eu la volonté de travailler avec des artistes, les produire, les développer, voilà, qui s'était investi à titre personnel et financier, parce que producteur, c'est de l'investissement financier auprès d'artistes. Et donc, voilà, à un moment où toi, tu te rends compte que la banque, en tout cas les études pour rentrer dans ce domaine, c'est pas fait pour toi, tu rencontres cette personne et c'est de là que va naître une collaboration professionnelle, c'est-à-dire qu'il va accepter de contractualiser avec toi une relation dans le but de développer ton projet artistique. Ouais, C'est bien, exact. c'est bien ça. Pour faire, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, pour faire un petit résumé de Guy, effectivement, avant moi, il avait un label. Il avait un label où il a produit un groupe où c'est allé relativement loin, mais la production, comme il dit souvent, ça coûte très très cher. Effectivement, c'est quelqu'un qui investit. Et donc, après ce jour-là, Guy, depuis, on travaille. Ça fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on est en 2020. Ça fait depuis 2018 que je travaille avec lui. Donc, il faut savoir que Guy, c'est un monsieur qui est un passionné de ça. C'est vraiment un passionné. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est un mec qui donnerait tout. Il est, il est à l'écoute, il est vraiment gentil. Parfois, on peut penser du producteur méchant qui pense qu'à l'argent, tout ça. Et bah, finalement, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait ça pour la musique, qui trouve un artiste qu'il aime, parce qu'il n'y a pas forcément eu que moi qui l'a trouvé. Il y a d'autres artistes avec qui il a travaillé, comme par exemple Laurine Faro, qui a fait The Voice. Et c'est quelqu'un qui s'attache à un artiste, il va le plus loin possible, il veut tout faire, il lâche rien, même si parfois il y a des choses qui vont pas, bah forcément, il faut savoir que dans la production, il y a toujours des choses qui vont pas, des désistements, ouais, il faut savoir que production musicale, c'est comme ça, hein. Et même dans les moments sombres, il a su parfois m'appeler en me disant: «Écoute, c'est normal, ça fait partie de la production, mais quand on tombe, c'est pour mieux se relever». Donc Ouais, c'est vraiment, je rebondis sur ce que vraiment tu quelqu'un d'écoute. dis. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, à savoir que effectivement, le travail d'un producteur, c'est évidemment de vouloir développer un artiste pour lequel il a un coup de cœur. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Euh, et puis de toute façon, aujourd'hui, effectivement, ça coûte de l'argent. Mais c'est pas que ça. C'est évidemment investir, mettre de l'argent sur la table. Mais il faut évidemment être passionné par ça parce qu'il n'y a aucune garantie de résultat. Parce que même si le producteur le fait par amour de la musique, par passion de ce métier, par passion artistique, par passion musicale, par passion de rencontre, par passion de gestion de projet, de management d'équipe et de gestion de problèmes, parce que
Produire, c'est gérer des problèmes et trouver des solutions. Il n'y a aucune garantie de résultat. Ce que j'appelle résultat, c'est de réussite de l'artiste, enfin en tout cas de pérennisation, et puis surtout de retombées financières, parce qu'il faut être clair, aujourd'hui c'est très compliqué de prendre ce qu'on appelle, et on en a parlé, un artiste en développement, c'est-à-dire qui part du début, on va dire, pour arriver à avoir un projet avec une conséquent et arriver à en tirer à la fois l'épanouissement de l'artiste et le fait qu'il puisse vivre de son projet, et à la fois, je vais appeler ça un équilibre financier, parce qu'il faut bien parler de cet équilibre financier quand on est producteur, c'est forcément un des maillons de la chaîne impondérable et à travers lequel on ne peut pas passer. Et c'est en ça qu'évidemment, tu peux le dire, effectivement, tu l'as dit, quelqu'un de très important, et remercier ce travail de production qui est évidemment important, enfin, le terme. Hein, C'est la bon, donc, base, c'est la base, c'est le producteur qui prend l'artiste et qui est capable effectivement, il y a une question de budget, il y a une question d'investissement personnel, il y a une question, parce que bien sûr, c'est pas un gros label, c'est un label indépendant, donc un label qui débute maintenant depuis 3 ans, donc, donc, pas forcément d'aide autour d'autres personnes, et c'est une bagarre, hein. Enfin, c'est une bagarre, il faut trouver les bonnes personnes, donc il faut aller les chercher, c'est vraiment des déplacements, par exemple, nous, j'ai la chance d'habiter à quelques kilomètres de chez lui. C'est des déplacements entre Paris, le sud, des déplacements vers le sud-ouest. Donc, c'est vraiment un investissement personnel. Donc, oui, ça me touche profondément parce qu'il faut aussi savoir, grâce à lui, que j'ai acquis un statut qui est très difficile à atteindre aujourd'hui, c'est le statut d'intermittent du spectacle. Surtout pour quelqu'un, on me le répète souvent, donc c'est pour ça que je le dis, surtout pour quelqu'un qui a 20 ans, d'avoir le statut d'intermittent à cet âge-là, c'est quand même plutôt bien. Et je ne peux remercier que Guy pour ça. oui, c'est ça. Donc, ça faisait partie évidemment de son projet de production, j'imagine, de te diriger vers ce statut de musicien et chanteur. Voilà, le statut, on va dire, professionnel de chanteur-interprète, qui est celui de statut d'intermittent, pour pouvoir exercer ton métier de chanteur, interprète, guitariste, auteur, compositeur, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour vivre de ta passion. Alors, parle-nous de ce label. On va s'y arrêter quand même quelques instants. Effectivement, un travail de Guy pour développer ton projet. Donc, concrètement, développer ton projet, c'est quoi? C'est t'aider à de la création, c'est te faire de la scène, c'est un album, c'est de l'image, c'est développer ta notoriété. Parle-nous un petit peu toutes ces facettes de production. Alors effectivement, tu viens de tout citer. Il y a la scène. Je commence par la scène parce que c'est le plus important. J'ai envie de dire parce que directement, la scène, c'est ce qui va rapporter au producteur, à l'artiste et à toutes les personnes qui travaillent autour. La scène, c'est le plus important parce que c'est aussi le premier endroit où où on découvre un artiste. Personnellement, moi, avant de monter sur scène, c'est là où je découvre les artistes. Je préférais d'ailleurs écouter sur scène et ensuite écouter l'album. Donc la scène, c'est le plus important dans la production musicale. Bah, ça permet de montrer ses chansons. Ah bah voilà, on peut voir quelques images d'une scène que j'ai fait à Saint-Raphaël l'été dernier. Voilà, donc c'est le genre de scène qui fait qu'on peut montrer ce qu'on fait, qu'on peut voir non, la réaction des personnes, parce que nous, à la scène, on vous voit, vous les spectateurs, et on voit si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est ce ressenti des gens qui sont directement en train de taper dans les mains, même avant même que je leur ai demandé de taper dans les mains. Et il y a toujours mon producteur pas loin pour voir ça. Et effectivement, on se dit, bah, on continue, quoi, ça marche, c'est cool. Donc effectivement, il y a la scène qui est vraiment qui est important pour tout le monde. Après, bien sûr, j'allais parler de promesse, mais c'est pas une promesse, c'est une histoire de signature. Il y a aussi le CD, dont on parlait, qui est super important, qui permet que ce soit digital ou physique, c'est-à-dire qu'on puisse trouver les chansons sur Internet ou avec le CD. D'ailleurs, que j'ai pris le soin d'avoir juste ici.
Donc, le premier CD que j'ai fait d'ailleurs grâce à ce label, donc, qui s'appelle Pierre Angulaire. C'est un EP, donc pour le coup, c'est pas un album, ce qu'on appelle un album. Un EP, c'est plus petit, il me semble que c'est entre 3, 5 et 6 titres, où on va dire, c'est l'amorce de l'album qui sortira plus tard. Et moi, j'ai déjà enregistré donc cette EP avec le label Dédicace, qui contient 5 titres, dont Tu danses, qui a été sur les radios pendant quelques temps. La pierre angulaire, Changer l'avenir, Le Fouine F1 et Fanny. Et c'est des titres qu'on va retrouver bientôt dans l'album qui va sortir. D'ailleurs, je ne sais pas trop quand, à cause du confinement, on ne sait pas trop quand on va sortir tout Oui, ça. c'est ça. On va dire après le confinement. On verra. Ouais, c'est ça. Donc il y Alors, a l'album qu'on peut voir. ouais, alors parle-nous du travail de l'album, évidemment toujours en collaboration avec ton label. Alors d'ailleurs, je disais, parlons peut-être un petit peu du label. Combien de personnes dans ce label? Combien de personnes travaillent autour de toi dans ce label voilà, pour t'accompagner sur ton projet musical? C'est une très bonne question parce que justement, j'allais vouloir préciser qui c'est qui travaille dans ce label parce que forcément, il n'y a pas que Guy Conil. Donc, je sais pas si on peut dire qu'on est plusieurs dans ce label. On est déjà plusieurs à y croire. Donc, il y a Guy qui est le producteur qui est investi. Il y a Philippe Pilet qui est arrivé, que Guy m'a présenté en fin 2018, il me semble. Alors, Philippe a été mon manager. Philippe est une personne qui a travaillé longtemps en major, comme chez Warner, il me semble, dans plusieurs grosses maisons de disques, et qui nous a apporté son réseau tout au long de ce parcours, qui est quelqu'un que j'adore, hein, Philippe. C'est quelqu'un, ça a été mon manager, c'était mon bras droit, il m'a appris beaucoup de choses. Je pense que d'ailleurs, J'en profite pour te dire que Guy écrit Ne dis pas de bêtises, il écoute. D'accord. D'accord. Donc je dis pas de bêtises. Donc Philippe, c'est quelqu'un de très méchant. Faut surtout pas. Je conseille à personne. Non, c'est pas vrai. En plus, Guy et Philippe, si Guy m'a présenté Philippe, c'est parce qu'ils sont amis de base. Ils se sont rencontrés, il me semble, pendant un rendez-vous, il me semble, et ils sont devenus très amis. Et un jour, Guy avait dit, si je me relance dans la production, j'aimerais que tu travailles avec moi. Et il se trouve que j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur moi. Ok. Donc un producteur et un manager. Y a-t-il d'autres personnes dans le label? Alors, il y a plusieurs personnes qui sont passées. Déjà, il y a des personnes qui nous ont aidés, comme par exemple le fils de Guy, qui s'appelle Christophe, qui nous a permis de monter notre site internet, plusieurs images me concernant par rapport notamment à cette EP qu'on voit juste là. C'est lui qui a réalisé la pochette, qui a réalisé presque tout, j'ai envie de dire. Oui, donc ce site internet qui est pour moi quand même relativement important. Ouais, donc voilà, c'est cette EP qu'on peut voir. Voilà, là, on voit Il y les 5 titres. Oui. D'accord, donc une personne qui fait le site internet. Voilà, donc qui gère tout ce qui est internet, on va dire. Et d'ailleurs, il me semble qu'il gère beaucoup plus que ça. Il y a aussi, j'ai pas envie d'oublier quelqu'un, mais je pense que cette équipe tourne quand même vraiment entre Philippe, Guy, qui sont là depuis le début. Après, on a rencontré beaucoup de personnes, comme un attaché de presse qui est sur Paris, qui s'appelle François Deblaye, qui nous a quand même permis beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de personnes sur Paris grâce à lui. Oui, de toute façon, oui, excuse-moi, je rebondis là-dessus, c'est que le travail du label, c'est aussi d'aller chercher des personnes relais, on va dire, qui permettent de faire évoluer ton projet, des personnes avec qui tu travailles de façon ponctuelle sur l'année, voilà, pour pouvoir peut-être développer le côté scénique, peut-être trouver des collaborations dans le cadre de la production discographique. Donc peut-être des gens avec qui tu travailles uniquement de façon ponctuelle et qui ne font pas partie intégrante du label, mais quand même avec qui tu es amené à travailler. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui se rajoutent pour des
pour des choses en particulier, comme par exemple la tournée, trouver des dates. Il y a par exemple une personne dans le sud qui m'aide beaucoup, enfin qui nous aide beaucoup. Elle s'appelle Patricia Pétillon de Booking Events. Elle nous a permis de faire quand même relativement de dates ici dans le sud, et on travaille d'ailleurs toujours avec elle. Donc Alors, oui, il y a beaucoup effectivement. je vois que Guy est très attentif à ce que tu dis, puisque pour ceux qui prendraient en cours de route, c'est donc le directeur du label Dédicace avec qui tu es en production et avec qui tu collabores, qui dit et qui cite, j'imagine, les personnes avec qui il travaille au sein de ce label. Et il me cite Laure, Robin, Lise, Angela et puis Philippe, évidemment, dont tu as déjà parlé. Bien sûr. Alors, je vais parler de ces personnes-là. Donc Laure, qui est ma prof d'anglais, qui est d'ailleurs pas que ma prof d'anglais, elle a travaillé sur beaucoup de projets, notamment par rapport à un fan club qu'on a monté dans ma ville par rapport à un collège qui se trouve donc à Draguignan. Laure, elle me suit depuis longtemps. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, où quand on a un problème, on peut lui en parler. Elle m'a aidé sur donc, notamment ça. Elle m'a aidé aussi sur mes textes, parfois que je voulais faire en anglais. Donc essayer de faire en sorte qu'il y ait parfois une cohérence dans tout ce qu'on faisait. Oui, voilà, Laure qui m'a aidé parce qu'on a monté ce fan club qui s'appelle les Pacemakers. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, ils ont été très présents pour moi. Je me rappelle qu'on avait lancé un truc. Si on atteignait quelque chose, j'allais faire un concert dans leur établissement. Et il se trouve qu'ils ont atteint un objectif. Alors, pour le coup, je ne me rappelle plus vraiment ce que c'est l'objectif, mais vu qu'ils l'ont atteint, je suis allé faire un concert dans leur établissement. Et c'était génial, quoi. Vraiment, j'avais un peu peur de ces jeunes, parce qu'on ne sait jamais trop s'ils vont aimer. Et là, pour le coup, il me semble que je suis même parti avec ma guitare dans la cour. Ils m'ont tous suivi et c'était trop cool, quoi. On aurait dû tourner un clip ce jour-là. Bon, et donc, Effectivement, du monde qui travaille avec toi dans ce label pour faire en sorte que ton projet, on va dire, se développe et se passe dans les meilleures conditions. On le répète à la fois côté scénique et évidemment proposer sur scène ton travail de création comme auteur-compositeur, interprète, et d'obtenir également ton statut d'intermittent, te permettant d'exercer ton métier dans les meilleures conditions possibles. Et puis le travail de production discographique avec notamment cette EP et avec ses 5 premiers titres, qui est un petit peu l'embryon d'un album à venir, comme tu l'as dit. Exact. Et puis l'aspect communication avec, on va dire, une présence sur les réseaux sociaux, ça on va revenir parce qu'on va en parler maintenant, un site internet, et puis quand même des visuels, des photos, des affiches. Il y a quand même toute une partie photographique qui est quand même importante, pour te voir en photo. Je vois par exemple cette photo de l'album, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous citer des photographes peut-être avec qui tu as travaillé? Alors oui, j'ai travaillé avec ah bah oui, voilà, en me posant cette question, c'est vrai que je me rends compte que j'ai quand même oublié des personnes. Donc il y avait Lise Angela qui travaille au Québec, et il y a aussi, donc par rapport aux vidéos et aux images, j'ai travaillé sur quelques photos chez Paloma Barret qu'on peut voir. C'est la photo qui est avec le fond rose là. Et c'est une personne qui m'a fait plusieurs visuels, d'ailleurs aussi la pochette de l'EP. Et la personne avec qui je travaille le plus sur tout ce qui est visuel, effectivement, c'est quelqu'un de super sympa, parce que c'est mon voisin, forcément, donc c'est un grand ami. Et il s'appelle Robin Chaussinan. Il m'a fait beaucoup de photos, notamment les photos de scène qu'on a pu voir et qu'on pourra voir encore. Toutes les vidéos, principalement toutes les vidéos où la qualité est top et où le travail de caméraman, après, forcément, ça, c'est pas mon travail. Je trouve que moi, il est top. Ce vidéaste-là, il me suit depuis très longtemps, même avant que je connaisse Guy. Et avec lui, je travaille encore aujourd'hui. Bon, pendant le confinement, on n'a pas travaillé parce qu'il ne fallait pas. Mais Robin Chaussinan, c'est vraiment quelqu'un qui me suit sur mes concerts pour me faire de l'image. Effectivement, comme tu as pu dire, l'image, tout ce qui est vidéo, photo, pour un artiste et par rapport aux réseaux sociaux, c'est très important parce que ça permet de communiquer, montrer qu'on est là, par exemple, pour une période de confinement, qu'on peut faire des vidéos, qu'on reviendra. Tout ce qu'on va proposer après, c'est que par les réseaux sociaux qu'on peut faire ce Évidemment. genre de choses. Et parfois, il faut des
qui sont un peu plus propres. Oui, oui, professionnel. Donc, ok. Donc, je veux dire, une belle équipe quand même autour de toi. Et avant de parler du confinement, j'aimerais avoir ton ressenti sur le fait de travailler justement avec un label. On va dire quelqu'un qui, dès le départ, t'a fait confiance lorsque ton père décide d'aller, de mettre ce rendez-vous en place pour rencontrer Guy Conil. Et donc une histoire qui dure aujourd'hui, qui se pérennise et qui t'accompagne au quotidien dans ton travail de création et de développement de projets artistiques. Ton ressenti un petit peu sur ce travail avec un label, et je vais approfondir un peu ma question, c'est-à-dire à la fois une chance d'être accompagné et d'être avec des gens qui te donnent des moyens et qui te permettent de développer ton projet, et puis d'un côté aussi, alors c'est sûr que beaucoup d'artistes en développement aimeraient évidemment être accompagnés par un label. Tous n'ont pas cette chance, à savoir que quelqu'un mette des moyens, du temps, des équipes, des rencontres autour d'un artiste et de son projet. Ça vaut de l'or, je pense, aujourd'hui dans le cadre de développement de projets artistiques. Mais peut-être le côté revers de la médaille, c'est le fait justement d'être encadré, être dans une structure qui cadre les choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que des fois tu te sens freiné? Est-ce que tu y vois des inconvénients aussi, histoire d'avoir un regard un peu objectif sur ce travail de collaboration avec le label? Alors, c'est une très très bonne question. Attention, Guy nous écoute. Oui, mais justement, je vais enchaîner les bêtises là pour le coup, parce qu'il disait pas de bêtises. Non, le label, c'est vrai que avant que je commence à travailler avec Guy, j'avais déjà ces amis-là musiciens qui disaient, tu sais, dans la musique, parfois, avec un label, tu fais pas tout ce que tu veux, tu deviens, tu fais plus que, enfin voilà, tout simplement, tu fais plus ce que tu veux, c'est plus toi qui décide, c'est la production qui décide pour toi, tout ce que tu fais, c'est plus vraiment toi. Et alors, c'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient ça. Mais je suis tombé apparemment sur de bonnes personnes qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas, parce que je suis conscient que dans ce monde-là, il n'y a pas que des Guy Conil et il n'y a pas que des Philippe Pilet, il y a aussi des personnes qui veulent te piquer tes droits. Enfin, j'en ai déjà entendu parler de ce genre de choses, qui vont faire de toi ce que Oui, t'es c'est sûr, il pas, faut le qui dire, ça vont. existe. Ça existe. Il Ah faut le oui, dire. ça existe, mais j'en suis conscient. Je l'ai vu sur des amis qui ont signé, enfin sur des amis, sur de la famille aussi, qui ont signé en maison de disques, mais ils ont signé dans de très grosses structures où ils avaient déjà pas grand monde qui les aidait derrière. Alors que moi, si je dois dire ce que je pense du label, il y a forcément des contraintes, sauf que moi, j'en vois pas. Voilà. Moi, j'en ai pas de contraintes jusqu'à aujourd'hui. Avec Guy, avec Philippe, avec Lisangela, Laure, quand je leur propose quelque chose, c'est pas non, c'est peut-être pas une bonne idée, donc on va revoir le truc. Et c'est toujours dans la discussion, et finalement, on trouve toujours quelque chose qui va plaire à Guy ou à moi, et on va essayer de tous s'arranger par rapport aux idées qui sont mises. Par exemple, je donne un exemple, on a enregistré l'album, il y avait des titres qui n'allaient pas parce que c'était trop bruyant. Alors, c'est sûr, quand moi je sors de studio, c'est pas super cool, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, on réécoute les titres et finalement, il a raison. Donc on trouve toujours un terrain d'entente. Moi, c'est comme ça que je le vis. Forcément, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres. Par exemple, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un métier, enfin un métier, oui, on va dire que c'est un métier. On attend beaucoup, mais vu que ça travaille de partout, il y a une confiance qui s'est créée entre tout le monde, ce qui fait que moi, je m'inquiète pas et que si je devais conseiller un artiste qui cherchait à se faire produire, déjà, je lui dirais de faire beaucoup de scènes parce que je pense que c'est ce qui m'a aidé. Parce que Guy, néanmoins, m'a connu sur scène. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il m'a connu, mais il a commencé à je ne sais pas si je peux dire qu'il a commencé à aimer ce que je faisais, mais il a commencé à avoir une approche vers moi quand il m'a vu sur scène. Et je finirai tout simplement en disant qu'il faut choisir les bonnes personnes et avant de dire oui tout de suite, il faut regarder pas forcément ce qu'ils ont comme contact, mais il faut regarder les personnes que c'est. Si déjà tu sens quelque chose ne va pas, ça ira jamais.
Et là, Ouais, pour le coup, tu depuis le dis, début, tu es en train de dire ce que disent d'autres personnes, même s'il y a un aspect contractuel, évidemment, dans le cadre de la collaboration entre le label et toi, l'artiste du label, c'est d'abord une rencontre humaine et une collaboration humaine. c'est ça, il faut toujours passer par là. Hmm. Bon, ok. Bon, ben, c'est un joli tableau que tu nous as fait du label dédicace de Guy. Je pense qu'il sera content. Et tous ses collaborateurs, je pense à Philippe et les autres. Donc, c'est bien. Donc, autant dire que tu es chanceux. Hein. C'est. J'ai eu de la chance, ouais, je Ouais. pense que j'ai eu de la chance. Bon, super. Donc, on va dire un projet qui se passe dans les bonnes conditions, même très bonnes conditions pour toi. Et puis arrive cette période de confinement qui met à l'arrêt Ouais, toute possibilité de prestations extérieures au niveau ouais. professionnel et même personnel, puisqu'après, on était même obligé de rester cloisonné à domicile. Donc, comment tu as vécu, toi, cette période de confinement? Comment as-tu occupé ces journées? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Eh bien, c'était long déjà, mais je pense que c'était long pour tout le monde. Mais après, D'accord. je vais pas me plaindre, c'était quand même un moment où j'ai énormément travaillé, étant donné D'accord. que pas de possibilité de sortir, quoi que ce soit. Moi, il faut savoir que mon home studio, donc ce que vous voyez pas tout parce que devant moi, il y a tout un home studio, mais voilà, j'ai travaillé tout mon temps ici. Donc déjà, je vais te donner les points positifs. C'est que j'ai beaucoup travaillé. En plus, il se trouve que quand j'en ai marre, je peux sortir et je suis directement dans la nature. Donc, contrairement à certaines personnes dans les grandes villes qui sont enfermées complètement, moi, c'était pas le cas. Donc, je peux pas dire que j'ai mal vécu le confinement. Voilà, il faut savoir qu'un musicien, enfin, un musicien, je parle pour moi en tout cas, c'est soit on est sur scène, soit on est chez nous à travailler sur notre musique. Donc, moi, la seule chose qui me manquait, c'était la scène. Donc, tout ce que j'ai pu faire, c'était composer. Premièrement, j'ai quand même relativement composé. J'ai composé 3-4 titres qui, pour moi, sont très bons. D'ailleurs, je dis ça si Guy m'entend, comme ça, il sait que j'ai 3-4 titres à lui faire écouter. Euh, C'est le scoop. euh, voilà, c'est le scoop, voilà. Donc, j'ai beaucoup composé. J'ai donc, comme on pourra le voir peut-être après, j'ai travaillé sur des collaborations par rapport à mes réseaux sociaux. Donc, j'ai rencontré de nouvelles personnes, des artistes, des musiciens. Beaucoup là, je peux vous nommer des artistes avec qui j'ai travaillé. Jimber sur Instagram et sur Facebook que j'ai publié, où on a repris un titre. Je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé qu'elle chantait super bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah allez, on va faire un peu, parce que je sais que beaucoup de grands artistes faisaient des lives. Moi, je suis pas encore un pro dans le live, donc je me suis dit autant monter un truc bien fait avec une artiste, on monte la chanson et on envoie ça. Donc j'ai fait ça avec Jim Burrs, ça s'est super bien passé, on a eu de très bons retours. Après, j'ai fait ça avec une violoniste qui s'appelle Taria. Et il se trouve que là, je suis encore en train de monter des petits covers comme ça, parce que finalement, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, on rencontre des artistes. Donc par exemple, j'ai rencontré une violoniste et je me dis que si un jour je vais sur Bordeaux, vu qu'elle est violoniste et que je fais une date et qu'elle connaît un petit peu de mon set, et ben, ce serait cool de pouvoir jouer avec elle. Donc, Aussi ça, de donc parler on peut par d'artistes. exemple donc montrer ça. Voilà. Everyone knows all about my direction, and in my heart somewhere say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it. No, I can't help myself, no. No, I can't help myself. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking something I can hide. Maybe I'm looking something I can hide. Donc voilà un exemple de collaboration Voilà. que tu as diffusé donc pendant le Taria. confinement. C'est ça, c'est ça. Donc,
En gros, ça commence par on choisit un titre ensemble. Bah, déjà, on parle, parce que j'aime bien parler avec les personnes que je trouve sur les réseaux sociaux. Déjà, en général, je regarde ce qu'ils ont fait eux. Si ça me plaît, eh ben, je les contacte et je leur dis est-ce que ça te dirait de faire un duo? Et puis, on choisit le titre. On commence à enregistrer chacun de notre côté, on met ça et puis on balance sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas plus tard, si on se voit, on joue ensemble et on voit la suite. Donc, c'est Ouais. cool. Vraiment, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. J'en profite pour dire que Lisangela nous a dit super artiste et super équipe. Oui, bah voilà. Lisangela, c'est un amour. Elle nous vient du Québec. Elle nous vient du Québec. C'est ma coach vocale. C'est ma coach vocale aujourd'hui. Voilà. D'accord. Je suis ravi dans pas longtemps de la rejoindre au Québec, à Montréal. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, effectivement, pendant ce confinement, des rencontres avec d'autres artistes, des envies de partager, de créer, de diffuser, évidemment. Alors après, cette diffusion de collaboration musicale pendant le confinement sur les réseaux, j'imagine que c'est aussi pour toi l'occasion de garder le contact aussi avec tes followers sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. C'est leur montrer qu'on n'est pas mort. Leur montrer qu'on est là, qu'on reste et que peu importe ce qui se passe, voilà, comme beaucoup d'artistes ont pu dire au tout début du confinement, c'est peut-être les artistes qui vont pouvoir donner un peu des rendez-vous le soir où on est diverti. Enfin, c'est de la culture. Je pense que c'était bien que les artistes donnent un peu de musique, de l'art. Ça peut être autre chose, ça peut être de la danse, ça peut être... après, il y en a tellement des arts, de partager des dessins comme moi, je peux suivre des personnes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux basiques comme Facebook. Moi, c'est bien, je trouve. Ça nous fait rester, on reste avec les gens qui sont autour de nous. Oui, c'est ça. Et tu en as fait beaucoup? Des vidéos avec d'autres artistes? Alors, à peu près, quoi. pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ouais, 4-5. J'en ai fait 4-5. D'accord. La dernière est avec une personne qui s'appelle Louane sur un titre de Christophe. Personnellement, c'était un petit hommage au fait qu'il soit parti pendant ce confinement. Mais c'était un petit hommage à ta façon, quoi. Voilà, exactement. Et alors, je vais partager ça avec quelqu'un. J'ai mis ton site leonpaz.com, donc qui fait partie qui permet à ceux qui te suivent de suivre, j'imagine, ton actualité. J'imagine qu'il est mis à jour très régulièrement. Ouais, bah, il doit être mis à jour ce soir, là. Par rapport aux dates de cet été, mais encore une fois, on ne peut pas savoir. D'accord, d'accord. Alors, tu m'as aussi fourni une deuxième vidéo qu'on va regarder ensemble. Je te propose d'en regarder quelques extraits et puis tu m'expliqueras ça ensuite. D'accord. Connu avant l'enfer, je t'ai connu, t'es le roi. Bien avant les cernes et la noirceur, les enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles, souviens-toi comment t'étais beau et fier, avant que s'invite une aiguille, pour ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Oh, 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 oh. Si t'as besoin de moi. Oh,
Je peux mentir au monde entier, et face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo, quand on trinquait à l'amitié. Aucun trucage, non rien de faux. J'ai qu'on retourne dans le passé. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Toutes mes secondes. Alors, parle-nous de cette vidéo. Cette vidéo, elle a été tournée au début de l'année, justement avec la personne avec qui je travaille beaucoup sur tout le visuel, c'est Robin Chaussinant, donc qui est vidéaste, qui est photographe, et on a fait cette vidéo. Pour être très honnête, j'étais en train d'enregistrer ça parce que j'adore cette chanson qui est sortie, je crois, fin d'année 2019. J'adore cette chanson et je l'ai reprise comme ça sur mon ordi. J'étais en train de monter un cover. Et étant donné que c'est mon voisin, je me rappelle que c'était en janvier, donc le soir il faisait relativement froid. Et je lui dis, écoute, cet après-midi, ça te dit de tourner un titre d'un coup. Alors j'ai dit en one shot, mais je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire en une prise en fait. En une seule fois, en une seule prise. Et donc en une seule prise, voilà. Et donc il a dit OK. Et donc on a tourné ça. On a commencé l'après-midi parce qu'il faut savoir, pour avoir la bonne prise, il faut que ce soit impeccable. Et donc, on a passé toute l'après-midi et il se trouve qu'on est arrivé au soir parce que forcément, il fallait que la caméra elle tombe au bon moment. Moi, il fallait que je tombe aussi au bon moment. Et donc, le soir, on a tout allumé, les petites lumières, et on a lancé ça avec Robin. Et voilà, il fait ce genre. Franchement, la qualité est top. Les idées qu'il a sont vraiment chouettes et je le remercie parce que depuis le début, il m'aide par rapport à l'image que j'envoie. Après, c'est aussi un travail de collaboration, c'est-à-dire que effectivement, il a des bonnes idées, effectivement, il te propose des choses, effectivement, le rendu final, voilà, est d'une superbe qualité. Mais c'est aussi parce que toi, voilà, tu savais ce que tu faisais, tu maîtrises les instruments, tu maîtrises la partie technique, tu connaissais bien ta chanson. Voilà, c'est vraiment une collaboration à la fois artistique, à la fois technique, je dirais, en ce qui te concerne. Même s'il y a une partie artistique, évidemment, dans la création d'images et de clips. Voilà, on va dire une vraie collaboration entre vous pour arriver à ce résultat. Est-ce que c'est quelque chose que tu referas ou c'était vraiment juste l'idée de faire un one-shot comme ça, un essai sur ce titre qui te plaisait? Alors, pour répondre à la question, on a essayé d'en refaire un, mais il se trouve qu'un one-shot, là, on n'est que deux, hein, bien sûr, quand on a tourné cette vidéo. Moi, personnellement, j'en suis très fier. Lui aussi en est très fier. Et oui, effectivement, on veut en refaire une, mais c'est quand même relativement compliqué. Là, comme je dis, on a pris toute l'après-midi jusqu'au soir. On répétait toujours la même chose. Donc moi, ce qui est un peu difficile, c'est quand tu répètes tout le temps la même chose, parfois, la voix, ça commence à dérailler un peu. Mais oui, on refera ce genre de vidéo parce que j'aime bien cette idée de continuité où on suit l'artiste, il n'y a pas de coupure. Et je trouve ça vraiment sympa, ouais. Voilà, Guy dit que c'est un super garçon. Il est très calme, très compétent. C'est vrai qu'il n'y a pas plus calme que Robin. Il est calme, il t'écoute. Ensuite, il met en pratique. Et en fait, quand on regarde à la fin, c'est toujours super cool, quoi. À chaque fois, on regarde, on fait waouh! Presque moi, j'ai envie de dire que je me trouve beau. Grâce à lui. Voilà, donc je le remercie. Bon, ok, donc bon, ça c'était avant, mais donc on a compris que tu as mis à profit cette période de confinement pour composer, pour travailler, et puis pour faire des rencontres artistiques, peut-être avec des gens avec qui tu collaboreras par la suite quand ce sera possible. Donc ça veut dire que le confinement terminé, tu as des projets. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle sera ton activité et ton actualité même à venir, en tout cas de ce que tu sais aujourd'hui, une fois que ce confinement sera terminé? Alors, je pense que si on parle de l'avenir, déjà, je vais dire aussi les points négatifs du confinement. C'est que je ne sais pas si cet été, toutes les dates qui étaient prévues, on va les faire. Donc, je pense que le plus gros problème du confinement, c'est ça aujourd'hui. C'est savoir dans combien de temps on va reprendre la scène. Je pense personnellement, même si j'ai pas envie de m'avancer, que on est sur une bonne voie. J'espère jouer cet été, enfin on espère tous jouer cet été, tous les artistes. Là pour le coup je peux parler de tous les artistes parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'on attend tous ça cet été. Et alors à l'avenir, il va se passer beaucoup de choses parce que j'ai pas parlé de quelque chose jusqu'à maintenant parce que justement le troisième
la troisième partie de cette interview, c'est l'avenir. Et je vais parler d'une... alors, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a mon label qui va travailler maintenant avec un nouveau label. Donc, c'est une coproduction. Ce deuxième label s'appelle Janao Music. Et on est parti pour donc un développement beaucoup plus important. Alors, si Guy, qui nous écoute, il a des choses à dire, il peut le dire. Parce qu'effectivement, moi, je suis un peu hors production. Moi, je suis plus dans la musique. Donc, avec ce label, il y a Sherman, qui est le patron du label, et il y a Maxime qui gère plus la musique. Alors moi, je suis plus avec Maxime parce qu'évidemment, tout ce qui est administratif et tout ça, c'est plus Guy qui travaille avec le label Janao Music. Et donc, il y a cette collaboration qui va se mettre en place, qui devait se mettre d'ailleurs en place avant le confinement, mais on n'a pas pu, c'est normal. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, je vais rentrer en studio avec cette nouvelle équipe qui va nous emmener vers une distribution en maison de disques. Alors, je ne vais pas m'avancer, hein, je dirai sur mes réseaux sociaux au fur et à mesure du temps les nouvelles choses qui vont arriver. Mais voilà, une belle collaboration qui arrive pour un album, pour un single qui va sortir, de très belles choses, un clip, tout ça. Donc, je vous tiendrai informé sur toutes les belles choses qui vont arriver. Mais vraiment, il faut savoir que pour moi, ce qui va... Et pour Guy et pour Philippe et pour toutes les personnes qui nous entourent, Lisangela, Laure, toutes ces personnes-là, c'est que du bon. On va vers une belle aventure encore, une belle suite. Bon. Ok, écoute Léon, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Je vais finir par te demander peut-être une anecdote qui aurait jalonné ton parcours, quelque chose, un souvenir qui t'aurait laissé, enfin voilà, une situation qui t'aurait laissé un souvenir sympathique ou pas d'ailleurs. Ça pourrait être très bien un mauvais souvenir, mais voilà, peut-être quelque chose que tu as gardé en mémoire sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et ben alors, on va parler d'un bon souvenir, d'une bonne anecdote. J'en ai une d'anecdote et je pense que je vais dire celle-là parce que je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est que depuis tout petit, mes parents m'emmènent voir des concerts et il se trouve que mon premier concert, je ne sais pas si tu connais et si les auditeurs connaissent, je suis allé voir Kali au Palais Nicaïa à Nice. Kali qui est un artiste déjà que j'écoutais beaucoup chez moi. Et j'étais tout petit, hein, je crois que j'avais 7-8 ans, donc vraiment tout petit. Et alors pour parler de c'est ça l'anecdote, c'est qu'en fait pendant ce concert, j'étais vraiment petit, donc au bout de 1h30, 2 heures de concert, je commençais à être fatigué. Et il se trouve que Kali, c'est quand même un artiste à voir sur scène parce qu'il est, on va le dire franchement, hein, c'est un fou, il court partout, il saute dans le public. Et on était très haut dans la salle, donc aucune chance qu'il vienne. Et ben figure-toi que si, qu'en haut. Et il passait dans les rangs et j'ai eu une chance incroyable. C'est que j'étais le tout petit, il y avait plein de filles autour de moi et il m'a pris dans ses bras. Il est descendu jusque sur la scène et j'ai chanté C'est quand le bonheur avec lui, une chanson qui est quand même qui est vraiment connue. Et je suis resté, je crois, pendant 10 minutes où je sautais avec lui et j'étais dans ses bras. Et mes parents me disent à chaque fois on regrette parce qu'on avait tellement des étoiles dans les yeux qu'on n'a pas pris de vidéo ni de photos. Ah oui. Mais voilà. Oh, l'acte manqué, là. C'est ça qui m'a donné quand même l'adrénaline. J'étais déjà monté sur scène à 8 ans, quoi. Est-ce que est-ce que depuis tu as essayé de garder contact? Est-ce que tu as essayé de le contacter, de l'informer du fait que tu sois devenu chanteur? Enfin, est-ce que tu as essayé de faire des démarches dans ce sens-là ou pas du tout? Alors non, je crois que je ne t'entends plus. Ah si, là c'est bon, c'est revenu. Donc j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Oui, je disais, est-ce que tu as fait des démarches vers lui pour essayer de l'informer du fait que tu sois devenu aujourd'hui chanteur, que tu veux te faire une carrière et que tu gardes ce souvenir avec lui lors d'un concert ou pas? Bah, j'y ai pensé. Enfin, c'est surtout ma grande sœur qui veut à chaque fois que je fasse ça parce qu'elle pense que j'aurai un retour. Mais je me suis toujours dit que j'aurais pas de retour. Donc non, j'ai jamais essayé. Mais peut-être que c'est bête et il faudrait que je le fasse. Mais peut-être que je le ferai un jour. Mais je me dis que c'est un gars qui doit être très sollicité, que sur ses réseaux sociaux, on doit lui envoyer des messages tout le temps. Donc je l'ai jamais fait. Non. Bon, d'accord. On n'a pas parlé de tes influences. Est-ce que tu pourrais nous citer, allez, je t'en donne 5, pas plus,
artistes qui t'ont influencé dès le départ ou qui continuent aujourd'hui de t'influencer avec peut-être des gens plus récents que tu as découverts récemment et qui te donnent de l'inspiration? Alors, il y en a, hein, effectivement, il y en a beaucoup. Donc, si respecter les 5. Donc, le premier, j'ai envie de dire, c'est une grande personne de la chanson française qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Jean-Jacques Goldman, que j'ai aimé son parcours, j'aime ses compositions, j'aime même le personnage qu'il est. Voilà. D'ailleurs, j'étais très content qu'il fasse une apparition il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux par rapport au personnel soignant qui travaille pendant. Enfin, le personnel soignant. Il y a aussi enfin, toutes les personnes qui ont travaillé pendant le confinement. Et quand on a revu ça, j'étais quand même vachement content de le revoir. Je sais pas si ça a fait la même chose pour tout le monde. Mais moi, j'étais content de le revoir. Donc, je dirais Jean-Jacques Goldman, déjà, dans un premier temps. Je dirais De Palmas, ensuite, que j'écoute beaucoup grâce à... actuellement, il y a beaucoup d'artistes qui me plaisent beaucoup, dont un qui me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il relance quelque chose qu'on n'avait plus trop aujourd'hui. C'est ce côté très variété avec la guitare électroacoustique et qui vient de ressortir un titre il n'y a pas longtemps, c'est Vianney. J'aime beaucoup cet artiste parce qu'il y a un théâtre et il était passé au tout départ et j'étais en stage, j'étais ingé son et j'ai eu la chance d'être avec lui. Donc j'ai vu le gars que c'est et c'est vraiment un mec, c'est un mec qui est même si t'es que Léon Paz, bah il vient de parler, il est super sympa. J'ai beaucoup aimé cet artiste. Après, si j'en aime d'autres, j'aime beaucoup Coldplay et je dirais U2 aussi. C'est vraiment tous ces artistes qui m'ont vraiment, je pense, emmené vers la musique que je propose aujourd'hui. U2 pour ce côté très riff de guitare et ces mélodies qui sont incroyables. Et Coldplay pour le côté qui ressemble plus ou moins quand même à du U2, mais avec un côté beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, avec des concerts super colorés. On va dire que ces groupes-là, U2 et Coldplay, je les adore pour le live. Bon, Goldman aussi, hein, j'adore les lives. Et après, thèse avec des mecs comme De Palmas, Benabar, Vianney, tous ces artistes-là. D'accord. Merci à toi, Léon, d'avoir accepté cet entretien. Voilà, qui nous a permis de mieux te connaître, j'imagine. J'espère, en tout cas, pour ceux qui ont pris le temps d'écouter cet entretien Culture & Co en entier. Je le répète, hein, tu as accepté de déplacer l'entretien qui était prévu à la base pour le faire aujourd'hui au pied levé, donc je t'en remercie doublement. Je te souhaite évidemment un beau et long parcours parce que, comme tu l'as dit, tu es bien accompagné et le secret de la réussite, c'est d'être bien entouré. Donc, nul doute que ton projet va continuer, se développer et j'espère arriver là où tu le souhaites et là où le souhaite évidemment l'équipe qui t'entoure. Pour ceux qui nous regardent et qui regardent Culture & Co, la quotidienne, nous aurons demain Felco, qui est aussi auteur, compositeur, interprète et qui a notamment fait partie des Gibson Brothers pendant quelques années. Qui aujourd'hui a plein de projets à nous présenter et d'actualités musicales. Ce sera donc demain à 14h. Et puis évidemment, la semaine prochaine, on repart du lundi au vendredi, notre quotidienne Culture & Co à 14h en direct sur Facebook pour nous faire découvrir les différents acteurs de la culture d'aujourd'hui. Encore merci Léon, je te souhaite bonne chance, bonne continuation. Et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté et puis bonne continuation.